Be'Shem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 2 de la Megillat Esther. Après ces événements, quand la fureur du roi Achashverosh fut apaisée, il se souvint de Vashti et s'attrista de ce qu'elle avait fait, de ce qui avait été décrété à cause de ses actes. Souvenez-vous, elle n'avait pas souhaité, à cause de sa lèpre, se présenter devant le roi durant le ballet. Voyant cela, les jeunes serviteurs du roi dirent que l'on cherche des jeunes filles vierges et belles de teint pour le roi, puisque Vashti avait été tuée. Que le roi nomme des commissaires dans toutes les provinces de son empire, sachant repérer toutes les belles femmes dans leur province. Que l'on rassemble toutes les jeunes filles vierges belles de teint à la capitale Suse, la ville de Shushan, qu'elles soient recrutées dans le harem sous le garde du courtisan du roi, qui s'appelait Chagai, le gardien des femmes du roi, et qu'on leur fournisse leur baume pour leur toilette, des huiles et des épices. Par la suite, qu'elles soient toutes présentées devant le roi et que la fille qui plaise au roi règne à la place de Vashti. L'idée plut donc au roi, et il agit ainsi. Cependant, afin de s'assurer que sa reine soit la femme la plus plaisante de l'empire, le roi Achashverosh ordonna de repérer également les femmes qui n'étaient pas vierges, qui pourraient convenir comme candidates. C'est la coutume de lire ce verset à haute voix avant qu'il ne soit lu par le lecteur seul. Dans ce verset, nous rappelons que à Suse, Shushan, la capitale de la Perse de l'Iran d'aujourd'hui, vivait un homme de Judée qui portait le nom de Mordechai, fils de Yaïr, fils de Shimi, fils de Kish. Il faisait partie de la tribu de Binyamin. C'est l'acteur principal de l'histoire de Purim aux côtés de Esther la reine. Bien qu'il était benjaminite, c'est-à-dire qu'il venait de la tribu de Binyamin, Mordechai vivait en Judée parce qu'il était membre du Sanhédrin, qui se réunissait dans le complexe du Beth Amikdash à Yerushalayim. En tant que tel, il avait été banni de Jérusalem avec le groupe d'élite des exilés, qui avait été exilé avec Yechonia, le roi de Yehuda de Judée, que le roi de Babylonie, d'ailleurs, Nebuchadnezzar, avait exilé. Cette phase de l'exil, pour rappel, eut lieu en 3327, soit 11 ans avant la destruction du Beth Amikdash et 70 ans avant les événements qui viennent d'être décrits. Après la conquête de Babylone par la Perse, les Juifs exilés se déplacèrent de Babylone à Suse. Mordechai avait élevé sa cousine germaine, l'orpheline Hadassa, connue également sous le nom de Esther, fille de son oncle Avichaïl, car elle n'avait ni père ni mère. La fille avait des beaux traits de visage et était remarquablement belle de teint. À la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'adopta comme sa fille. Quand elle atteignit la majorité, il se maria avec elle. Lorsque l'ordre et le décret du roi furent publiés, que l'on réunit de nombreuses filles à Suse, la capitale, placée par la suite sous la garde de Chagai, Esther fut elle aussi emmenée de force au palais du roi et placée sous la garde de Chagai, le gardien des femmes du roi. La fille lui plut et gagna sa faveur. Aussi, alors même qu'il avait à fournir à chacune des filles des onguents pour sa toilette, des rations de nourriture et 7 demoiselles de compagnie, il s'empressa tout spécialement de procurer à Esther ses baumes de toilette et ses rations de nourriture, ainsi que les 7 demoiselles de compagnie que devait lui fournir le palais du roi. De toutes les manières possibles, il la traitait, elle ainsi que ses demoiselles de compagnie, mieux qu'il ne le faisait avec les autres filles qui avaient été incorporées au harem. Esther ne révéla pas son peuple d'origine, ni son origine à Chagai, car Mordechai lui avait ordonné de ne pas le révéler à quiconque appartenant à la cour. Mordechai escompta que les responsables présumeraient qu'Esther ne divulguait pas son origine par honte, ce qui les amènerait à croire qu'elle était d'une lignée humble et digne de mépris. Il la jugerait donc inapte à devenir reine et la renverrait. D'un autre côté, s'il savait qu'elle était issue de la lignée du roi Shaoul, il la retiendrait à coup sûr, faisant tout leur possible pour soutenir sa sélection comme reine. Mais sans même connaître ses origines, ils la rentrèrent dans le harem. De ce fait, Mordechai conclut que la providence divine était en train de faire en sorte qu'Esther soit choisie comme reine, afin qu'elle puisse exercer son influence dans la cour en faveur des Juifs en cas de besoin. Cette idée, à l'esprit, Mordechai parcourait chaque jour la cour située devant le harem pour s'enquérir, par le biais des courtisans, du bien-être d'Esther et de ce qui adviendrait d'elle. Quand le tour venait pour chacune des filles recrutées de se présenter devant le roi Achashverosh, à la fin des 12 mois de soins prescrits pour ces femmes, car c'était la période passée à les préparer, avec leur baume de toilette, 6 mois pour l'emploi de l'huile de myrte et 6 mois pour l'emploi de parfums divers et de baume pour la toilette des femmes. Et c'était alors seulement que la fille se rendait auprès du roi. Toute forme de divertissement ou d'accompagnement musical qu'elle demandait lui était accordée afin de l'accompagner quand elle se rendait du harem à la chambre du roi. Elle allait à la chambre du roi le soir, rentrant le matin au second harem sous la surveillance de Shahashgaz, qui était le courtisan du roi et gardien des concubines du roi. Après sa première nuit, elle ne se rendrait plus chez le roi, à moins que le roi ne voulût d'elle et ne l'appelle par son nom. Quand arriva le tour
d'Esther, fille de l'oncle de Mordechai Avichaïl, que Mordechai avait recueilli comme sa fille adoptive, souvenez-vous, de se rendre auprès du roi, elle ne demanda aucun type d'animation ou d'accompagnement musical autre que ce que le courtisan du roi, Haggai, gardien des femmes, avait établi. Néanmoins, par les seuls mérites qu'elle avait, Esther gagna la faveur de tous ceux qui la virent. Esther fut alors conduite vers le roi Achashvérosh à sa chambre dans le palais royal au 10e mois, qui était le mois de Tevet de l'année 3399 précisément, la 7e année de son règne, soit 4 ans après avoir commencé la quête d'une nouvelle reine. Hachem fit en sorte que la nuit qu'Esther passa avec le roi ait lieu en hiver, lors du froid mois de Tevet, afin que le roi soit spécialement réjoui par la tiédeur de son corps. Le roi aima Esther plus que toutes les femmes concurrentes qu'il avait fréquentées. Elle gagna sa bienveillance et sa préférence plus que toutes les candidates qui étaient encore vierges. Il plaça la couronne royale sur sa tête, la proclamant reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand banquet à tous les ministres et serviteurs qu'il nomma. Le banquet d'Esther en son honneur. Pour l'impressionner, il octroya un acquittement des taxes à toutes les provinces de l'Empire et fit don à tous ses sujets de cadeaux dignes d'un roi en son honneur, espérant ainsi la convaincre de lui révéler sa lignée. Mais Esther ne la lui révéla pas. Le roi Achashvérosh n'était lui-même pas de souche royale, mais prenait toutefois à cœur d'en observer toutes les signes extérieurs. Ainsi donc, comme il ignorait si elle aussi était née de roi, il lui adressait toujours la parole indirectement par l'intermédiaire d'un émissaire. Esther conseilla au roi de préposer Mordechai comme son conseiller. Le roi le nomma alors juge et le plaça à la porte d'entrée au palais royal. Le roi Achashvérosh demanda à Mordechai comment persuader Esther de révéler qu'elle était sa lignée. Celui-ci lui conseilla d'éveiller sa jalousie en réunissant toutes les vierges du harem devant eux deux, ce qui pourrait la pousser à chercher à gagner sa faveur en acceptant sa requête. Or, quand ces femmes furent réunies cette seconde fois, Mordechai était assis dans le portique du portail du palais du roi, d'où Esther pouvait le voir. De sa place, il lui fit signe qu'elle devait continuer à cacher son appartenance. Aussi Esther ne révéla-t-elle pas sa lignée ou son peuple d'origine comme Mordechai lui avait enjoint, car Esther suivait les instructions de Mordechai, même à présent qu'elle était reine, comme elle avait suivi ses instructions quand elle était sous sa tutelle. Le roi abandonna alors l'affaire temporairement. En ces jours, Mordechai se tenant assis près du portique d'accès au portail du palais du roi, Bigtan et Teresh, deux des courtisans du roi qui étaient gardiens du seuil, ressentirent une profonde colère contre le roi pour avoir promis Mordechai à leur place, et cherchèrent à assassiner le roi Achashvérosh en empoisonnant sa boisson. Bien qu'ayant remarqué la présence de Mordechai, ils discutèrent ouvertement devant lui de leur projet, supposant qu'il ne parlait pas leur langue natale, le tarsien. Or, en ancien membre du Sanhédrin, Mordechai comprenait toutes les langues parlées à l'époque. Dès lors, le complot fut connu de Mordechai, il le communiqua à la reine Esther par un émissaire et Esther le raconta au roi au nom de Mordechai. L'affaire fit l'objet d'une enquête et l'on trouva qu'elle était vraie, et Bigtan et Teresh furent tous deux pendus à une potence. L'épisode entier, y compris le rôle majeur de Mordechai, fut noté dans les chroniques royales qui étaient gardées dans le palais en présence du roi. Sur ce, s'achève l'étude et la traduction du second chapitre de la Megillat Esther. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.